Alors, les news, ça fait quasiment un mois depuis la dernière vidéo. C'est vrai qu'il s'est passé quand même un paquet de trucs depuis. On va parler un petit peu de Windows 11, d'AMD et de sa stratégie future pour les cartes graphiques, la PS5 Pro, la 4070 GDDR6 et d'autres trucs. Bref, allons voir tout ça juste après la petite sponsor. C'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne. Vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans. Eh bien, on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€ et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal. Et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Alors on commence avec un processeur dont on avait entendu parler chez AMD un petit peu après la sortie des Ryzen 9000, le 7600X3D, qui est sorti il y a quelques jours. Et c'est un lancement assez similaire à celui du 5600X3D à l'époque, ou même de la 7900 GRE, à savoir que ce sont des produits réservés à quelques chaînes de boutiques aux États-Unis, principalement Micro Center, mais aussi il est disponible en Europe, puisque le processeur est disponible chez Mindfactory en Allemagne. Alors après, par exemple, nous, on ne peut pas commander chez Mindfactory depuis la France. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'ils ont souvent des prix très intéressants. Malheureusement, ils livrent qu'en Allemagne. Alors après, vu le tarif officiel de lancement du 7600 X3D, 320€, c'est pas non plus un drame, je dirais, puisque c'est un processeur en 6 corps 12 threads avec 3DV cache, et c'est vrai qu'au niveau des fréquences, il me semble que c'est 300 MHz en dessous du 7800X 3D. Et il y a également quelques tests qui sont passés du processeur chez PCGH, un site allemand justement. Au niveau des performances, il est grosso modo 10% en dessous du 7800X 3D. Alors, ça reste des performances tout à fait correctes, et ça pourrait en faire un excellent processeur, mais son plus gros problème, je dirais, c'est son tarif, puisqu'à 320€, on est beaucoup trop proche du prix d'un 7800 X3D. On a même déjà vu des 7800 X3D à 330 balles, quand il y avait eu des petites baisses de prix. Alors après, c'est vrai que le 7800 X3D a un petit peu grimpé au niveau du tarif depuis quelques semaines, un petit peu avant l'arrivée des Ryzen 9000. Par contre, aux États-Unis, comme on peut le voir ici, chez Micro Center, ils peuvent avoir un bundle quand même hyper intéressant, avec une carte mère B650 ASUS et 32 Go de DDR5 6000 CL32 pour 450$. Alors, comme à chaque fois, c'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de bundle chez nous, parce que c'est vrai que ça fait vraiment une excellente base de config pour pas trop cher. Enfin, 450 balles pour le combo processeur, carte mère, RAM, c'est vraiment quasiment imbattable. Si on avait ça chez nous, on serait vraiment très content. Alors après, la question pour l'Europe, c'est aussi, est-ce que ce processeur sera accessible dans plus de boutiques dans le temps, ou pas? Alors si on suit la même logique qu'AMD avait eu avec le 5600 X3D, probablement pas. Par contre, rien ne nous dit qu'ils ne sortiront pas un 7700 X3D à un moment ou à un autre, tout comme on a en ce moment le 5700 X3D sur AM4, qui a plus ou moins remplacé complètement le 5800 X3D qu'on ne trouve quasiment plus. Mais bon, du coup, pour le moment, le 7600 X3D, c'est à la fois pas vraiment achetable pour nous, et le prix n'est pas bon non plus. Et en parlant de X3D, on a aussi entendu parler du côté des rumeurs, il y a quelques semaines, comme quoi les Ryzen 9000 X3D pourraient arriver un petit peu plus tard que prévu. Alors, on entendait des échos d'une sortie pour fin d'année à la base, apparemment ça pourrait être décalé pour début janvier. Alors bon, ça me fait un petit peu sourire, parce que c'est un petit peu la même chose au niveau des rumeurs sur plein de produits en ce moment. Selon le sens du vent, ou le positionnement, je dirais, de la Lune, on entend dire qu'à la fois les RTX 5000, RDNA 4, les Ryzen 9000 X3D, un jour ça pourrait arriver pour fin d'année 2024, et 2 jours plus tard c'est pour début 2025. Et j'ai envie de dire, de toute façon, vu où on en est au niveau du calendrier, ça change plus grand chose. On est quasiment mi-septembre, si ces produits arrivent avant la fin d'année, les annonces devraient arriver avant novembre, en toute logique, et si c'est pour 2025, les annonces seront faites au CES début janvier, et ça promettra probablement un début d'année 2025 très très chargé si tous ces nouveaux composants sont décalés pour le CES. Donc bon, je sais que c'est assez pénible si vous avez prévu de vous faire une nouvelle config pour la fin d'année.
Malheureusement, on peut rien faire d'autre que d'attendre les annonces officielles. Toujours côté processeur chez AMD, alors les Ryzen 9000 depuis leur lancement, assez catastrophique on peut le dire, ont déjà vu leur prix baisser chez certains vendeurs, que ce soit ici en Allemagne ou même aux États-Unis tout ça, on a vu quand même déjà des baisses de prix assez significatives, de plus de 12% ici en Allemagne, sur les processeurs qui viennent de sortir. Alors je suis pas vraiment hyper surpris, puisqu'en plus de ce qu'on a entendu dire au niveau des chiffres de vente, c'était vraiment mauvais. Il y a aussi toutes ces histoires autour des performances de Windows 11 avec la Ryzen, qui apparemment avaient des problèmes, que ce soit pour Zen 3, 4 ou 5. Il y a déjà eu un patch sur Windows 23H2 qui est censé corriger le souci. On a aussi la prochaine version de Windows 24H2 qui incorporera ce fixe d'emblée, on va dire. Et il y a déjà eu pas mal de tests sur le sujet chez Hardware Unboxed par exemple. Et je dirais que le plus intéressant pour moi dans cette histoire-là, ça fait un petit peu écho avec ma vidéo sur Windows 10 versus Windows 11 et les histoires de BIOS sur plateforme AM5, c'est qu'un des problèmes de Windows 11 aussi, c'est qu'apparemment, avec la version actuelle, en faisant même une installation propre, vous pouvez avoir des comportements différents en jeu sans qu'on sache vraiment pourquoi, ce qui est quand même assez gênant. Si on regarde, je dirais, le graphique ici de chez Hardware Unboxed, on voit que selon la version de Windows qui est installée, et selon qu'on ait une bonne ou une mauvaise installation, de manière totalement arbitraire, on peut avoir des performances quand même bien inférieures, comme ici tout en bas, avec le 9700X, avec une mauvaise installation d'un 23H2. Alors apparemment, la bonne nouvelle entre guillemets, c'est que le patch preview qui apporte les nouvelles fonctionnalités de la 24H2 semble corriger en grande partie le problème, même avec une mauvaise installation. Donc bon, dans l'ensemble, en ce qui concerne Windows, particulièrement Windows 11 à l'heure actuelle, c'est quand même le bordel. Et clairement, il y avait un souci de performance non exploité sur Windows 11 pour les processeurs AMD depuis apparemment toujours, ce qui est tout de même assez questionnant, que ce soit de la part de Microsoft ou d'AMD, qui ne s'était apparemment jamais rendu compte qu'il y avait un problème avec Windows avec leur processeur jusqu'ici. La bonne nouvelle malgré tout dans l'histoire, c'est que du coup on aura un petit boost de performance générale pour quasiment tous les Ryzen 5000, 7000 et 9000, ce qui est toujours bon à prendre, mais ça change rien je dirais en ce qui concerne les écarts de performance assez minimes en jeu entre les Ryzen 7000 et 9000, qui était le problème à la base avant que ça dévie complètement sur autre chose avec les histoires de Windows. Et en ce qui concerne mon problème avec les histoires de BIOS, il y a sur PC qui m'a gentiment prêté une carte mère AM5 qui me permettra du coup de pouvoir faire des tests avec un autre fabricant de carte mère qu'ASRock pour explorer le sujet que j'avais entamé avec ma vidéo sur Windows 10 versus Windows 11 et les BIOS qui dégradaient les performances. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui m'avaient fait des petits retours suite à ma vidéo au niveau des performances sur Cyberpunk particulièrement. Certains d'entre vous m'ont même fait des vidéos pour montrer leurs différentes performances avec différents BIOS et tout ça, et dans l'ensemble, vous êtes nombreux à avoir noté aussi une perte de performance avec les BIOS plus récents. Donc bon, là je dirais je vais attendre que Windows 24H2 sorte de sa phase de preview pour refaire des tests sur le sujet, pour voir un petit peu ce que ça va donner, je dirais avec une installation propre du Windows 24H2, en espérant qu'il n'y ait plus ces soucis de bonne et mauvaise install comme l'a montré Hardware Unboxed. Et donc en parallèle de ça, on a aussi vu qu'AMD a décidé de sortir un nouvel AGESA, donc une nouvelle série de BIOS et tout ça, qui permet de faire passer le TDP des Ryzen 9600X et 9700X de 65 watts à 105 watts. Bon, c'est donc un mode écho inversé. J'avoue que le message envoyé par AMD est pas très clair ici, puisque non seulement ça fait maintenant partie des specs officiels, puisque niveau prise en charge, au niveau de la garantie et tout ça, c'est accepté par AMD. Enfin, c'est pas considéré comme un overclock, ce sont des réglages. Ok, on peut choisir d'utiliser ces deux processeurs-là en mode 105 watts sans aucun problème, comme on peut les laisser en 65 watts. Alors après, pourquoi pas, pour le gaming, ça change de toute façon pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que pour l'applicatif, dans les programmes, je dirais gourmands en multicore, ça peut permettre de gagner pas mal de performance. On l'avait vu même avec le test du 9600X. Par contre, ça vient au prix d'une consommation en hausse. Ça, on peut pas tout avoir. On passe ensuite du côté de chez Nvidia pour les dernières rumeurs sur les RTX 5000. Et les rumeurs du moment sont toujours en provenance de El Famoso Copy 7 Kimi, qui vont, je dirais, dans le sens d'une potentielle hausse de la consommation des cartes vis-à-vis de la génération actuelle, avec la 5090 qui pourrait aller jusqu'à 600 watts de consommation, et la 5080 à 400 watts, ce qui ne me paraît pas totalement impossible, puisque bon, de ce qu'on a entendu dire jusqu'ici, la génération Blackwell devrait utiliser un process de fabrication similaire à la génération Lovelace actuelle, donc le 4N de TSMC, ou un dérivé de celui-ci. Ce qui implique que pour avoir une augmentation de performance, il n'y a que quelques pistes possibles. Si on table juste sur les améliorations d'architecture, ça permettrait pas, je dirais, de proposer un gap générationnel
aussi important qu'on a l'habitude d'en voir. Du coup, pour augmenter les performances, que ce soit avec des fréquences plus élevées sur le GPU, une puce encore plus grosse avec plus d'unités de calcul que le AD102 de la 4090, avec des bus mémoire plus larges et tout tralala, ça veut forcément dire consommation en hausse. Vu que plus de transistors sur un process similaire, pas de miracle, c'est de la physique pure. Généralement, ça veut dire consommation en hausse. Pareil, en ce qui concerne l'hypothétique 5080 avec 400 watts de conso, si on veut aller taper des perfs similaires, voire supérieurs à la 4090, avec une puce plus petite sur un process similaire, là aussi, consommation plus élevée, fréquence plus élevée, et côté VRAM, probablement de la GDDR7 pour rattraper, je dirais en partie, le bus mémoire plus large de la 4090 au niveau de la bande passante. Du moins, ça c'est si la 5080 utilise le GB203. Si Nvidia choisit de passer par le GB202 pour la 5080 comme pour la 5090, ça serait une autre histoire. Donc bref, encore pas mal d'incertitudes, mais s'il y a une augmentation de la conso, je dirais aussi importante, quelque part ça rappelle un petit peu la génération RTX 3000, qui avait vu une augmentation de la conso afin de pousser les performances sur un process de fabrication pas incroyable, mais pas mal moins cher chez Samsung, puisque oui, rester sur le 4N de chez TSMC, ça veut aussi dire un coût de fabrication un peu moins élevé que sur la génération 4000, puisque les coûts à la plaquette baissent légèrement dans le temps sur les process, et donc choisir de ne pas passer sur le 3N de chez TSMC, c'est aussi un moyen de ne pas forcément faire augmenter les tarifs, car les process les plus modernes sont aussi les plus coûteux. Alors après, ça veut absolument pas dire que les prix des cartes seront meilleurs, même si, j'espère vraiment que ce sera un petit peu plus intéressant qu'actuellement dans l'ensemble. Mais comme Nvidia sera très probablement seul sur le haut de gamme, comme on va le voir ensuite, ils n'ont pas vraiment de grande raison d'être agressifs non plus. C'est hélas toujours le problème quand on est en position, je dirais, de leader avec un produit sans aucune concurrence, comme on le verra avec la PS5 Pro ensuite. Il n'y a pas de grande, je dirais, pression à mettre des prix plus agressifs. Et pendant qu'on est chez Nvidia, il y a une nouvelle version de la 4070 qui est sortie, en catimini on va dire, et pour cause, cette nouvelle 4070 utilise de la GDDR6 à 20 Gbps au lieu de la GDDR6X à 21 Gbps habituelle. Donc c'est effectivement une 4070 moins performante que l'ancien modèle, et même si la baisse de performance n'est probablement que de 2, voire peut-être même moins dans l'ensemble, ça reste un gros problème, je dirais, du point de vue respect du consommateur dans l'ensemble. Puisque la seule manière de savoir si on a affaire à ce nouveau modèle ou à l'ancien en GDDR6X, c'est en vérifiant dans le listing chez les revendeurs, par exemple, ou sur la boîte directement. Et de ce qu'on a vu, des différents modèles qui ont été mis sur le marché, on peut pas dire que ce soit vraiment bien indiqué ou mis en avant. Si on prend l'exemple ici de la boîte, c'est écrit là, 12 Go GDDR6. Sur le modèle de base, je sais plus si c'est avec juste un X en plus, mais il faut clairement chercher après. C'est pas spécialement clair que c'est plus exactement le même modèle qu'avant. Et c'est vrai que moi, ça me pose problème pour plusieurs raisons, puisque même si la différence de performance est quasiment imperceptible, ça excuse pas le fait de vendre un produit moins bon, avec le même nom, au même prix. La moindre des choses, ce serait déjà que le nom soit différent. Ça aurait pu être une 4070 G6, une SE, une LE, ou n'importe quel suffixe différenciant, mais qu'au moins, la différence soit bien notée, soit bien claire, que l'on sache tout de suite que c'est une 4070 GDDR6 et pas une 6X. Et ce qui aurait été plutôt sympathique également, c'est aussi que cette nouvelle référence coûte un petit peu moins cher. Même une réduction de 20 balles sur le tarif officiel, ça aurait rendu la chose un petit peu plus acceptable. Le produit est moins bon. La moindre des choses, c'est que ça devrait être indiqué et un petit peu moins cher. Puisque même chez Nvidia, on a un exemple récent d'un produit qui était sorti avec quasiment exactement les mêmes performances que l'ancien. La 4080 Super, performance quasi identique à 1 à 2% vis-à-vis de la 4080, qui a non seulement du coup un nom bien différent, il y a un gros Super écrit sur la boîte, on peut pas le rater, et en plus de ça, la 4080 Super, elle est sortie, et coûtait 200 balles de moins, donc on avait ici un produit un petit peu meilleur que l'ancien, même si c'est très marginal, et en plus le prix était moins cher, et il y avait un nom différent pour bien qu'on le sache. Et ici, avec la 4070 GDDR6, on a ni le nom différent, ni la baisse de prix. Il y a clairement un truc qui va pas. Je dirais même d'un point de vue purement logique, ça n'a absolument aucun sens, même par rapport à ce qu'NVIDIA a fait sur la gamme 4000 avec d'autres cartes. C'est un problème, et clairement ici pour moi c'est un carton rouge pour NVIDIA. On sait que cette version arrive pour des problèmes d'approvisionnement sur la GDDR6X, mais si la remplaçante arrive même avec 1% de performance en moins, et que c'est une perte quantifiable assez facilement,
ça doit être moins cher, c'est de la pure logique. Il n'y a vraiment aucune raison que ce soit pas un petit peu mieux indiqué, et que le prix baisse pas un petit peu aussi en conséquence. Donc bref, si vous avez prévu d'acheter une RT 4070, que je recommande pas forcément, je trouve que la 4070 Super est bien plus intéressante d'un pur point de vue performance-prix. Si vous achetez le 4110 de base, du coup, si vous voulez avoir la meilleure version possible, faites attention que ce soit bien celle avec GDDR6X, même si ça change quasiment rien au niveau des performances avec le modèle GDDR6 non X. Parfois, c'est juste le principe qui importe, donc bon, c'est vous qui voyez. Alors, on retourne maintenant du côté de chez AMD au niveau carte graphique, avec une interview de Jack Yoon, qui est un haut placé chez AMD, dans une interview à Tom's Hardware ici. Eh bien, celui-ci a grosso modo confirmé plusieurs choses en ce qui concerne la stratégie d'AMD au niveau carte graphique grand public. Alors, selon lui, le focus pour AMD maintenant serait de gagner en part de marché, en privilégiant le volume sur le milieu et entrée de gamme, en se retirant de la compétition sur le haut de gamme qui ne représente pas le gros des ventes. Alors après, vous êtes peut-être au courant ou pas, mais c'est vrai que se retirer, c'est pas toujours la meilleure des solutions. Parfois, il y a des accidents. Et plusieurs fois dans l'interview, elle revient sur l'idée de gagner en part de marché plus qu'autre chose, puisque selon lui, AMD et avant ATI avaient essayé, ou ont essayé plusieurs fois, je dirais, d'attaquer un petit peu Nvidia sur le haut de gamme, sans grand succès, je dirais, niveau résultat sur les parts de marché, ce qui n'est pas totalement faux. Quand on regarde les parts de marché ou les ventes, que ce soit pour RDNA 2 ou RDNA 3, ça reste bien moins important sur le haut de gamme que les cartes d'Nvidia. Alors après, dans l'interview, il laisse pas la porte fermée à un retour sur des produits plus haut de gamme, plus tard, mais c'est pas le focus actuel. Alors, plusieurs choses quand même. Déjà, on avait déjà entendu dire depuis un bon moment que pour RDNA 4, il n'y aurait pas de puce haut de gamme, même si à la base, il y avait des trucs prévus, mais ça aurait été annulé. On sait pas trop pourquoi, peut-être que c'est trop complexe ou trop coûteux à produire, ou peut-être que les premiers tests n'étaient pas concluants, on sait pas trop. Mais le haut de gamme RDNA 4 serait passé à la trappe pour une raison ou une autre. C'est la grosse rumeur depuis maintenant très longtemps quand même. Donc bon, qu'un représentant d'AMD arrive pour nous dire qu'ils veulent mettre le paquet sur le volume et les cartes milieu, voire bas de gamme, c'est tout à fait logique. Alors après la question c'est, est-ce que c'est une situation qui était voulue ou est-ce que c'est subi à cause d'un problème sur les plus grosses puces RDNA 4? Bon, ça on le saura probablement jamais. Alors après, est-ce que c'est le bon choix pour AMD ou le marché des GPU en général pour le grand public? Bon, ça reste à voir, puisque d'un côté, oui, la génération de cartes la plus populaire pour AMD, encore à l'heure actuelle, c'était la génération Polaris, les RX 400 et 500, qui sont toujours les cartes d'AMD les plus représentées au niveau de l'enquête Steam, puisque la RX 580 est toujours devant les premières cartes RDNA 2 ou 3 dans le classement. Et c'est vrai que les RX 400 et 500 étaient d'excellentes cartes, avec une très bonne durée de vie, c'est vrai qu'elles ont fait le taf pendant très longtemps, et il s'en est aussi vendu énormément pendant les périodes de minage de crypto-monnaies. Donc ça a aussi aidé à les rendre hyper populaires. D'ailleurs, je trouve toujours quand même très dommage qu'AMD ait abandonné le support des drivers pour Polaris niveau optimisation, puisque c'est encore des cartes qui équipent beaucoup de PC. Alors après, c'est vrai aussi que niveau fabrication et tout ça, Polaris c'était un cas un petit peu particulier, puisque les puces Polaris étaient fabriquées chez GlobalFoundries, qui avait grosso modo racheté les usines, les fabs d'AMD, et au moment de cette vente, AMD avait grosso modo des allocations de galettes de silicium chez GlobalFoundries, obligatoires, qu'ils devaient utiliser. Ça faisait partie d'un deal au moment de la revente, et ça permettait probablement à AMD de vendre des puces Polaris à un tarif hyper agressif, plus agressif qu'ils peuvent probablement se permettre par rapport à ce qu'ils fabriquent chez TSMC actuellement. Donc, revenir sur une stratégie plus orientée milieu de gamme, par certains côtés, ça peut paraître malin, c'est là qu'il y a le plus gros des ventes, ça évite de dépenser trop d'argent sur le développement du haut de gamme, ça fait moins de puces à développer, et en proposant des produits très intéressants en performance-prix, oui, ça peut être très bien pour le consommateur. Par contre, est-ce que c'est une bonne chose aussi pour l'image de marque? Ça, c'est moins sûr, puisque être aperçu comme l'alternative budget vis-à-vis du leader, c'est pas forcément génial. On sait que d'avoir le leadership technologique et des puces haut de gamme qui font rêver, on va dire, ça a un impact sur l'image d'une gamme de produits dans son ensemble. Avoir les cartes les plus performantes, par le passé du moins, ça a déjà été plus ou moins vérifié que ça aide à vendre le reste de la gamme aussi. Donc bon, pour que cette stratégie fonctionne, il faut que les produits soient extrêmement bons pour appâter le client et que les concurrents soient pas au rendez-vous non plus en face, ou proposent des produits aussi intéressants que ce que va proposer AMD. Et bon, même si Nvidia est bien occupé à vendre du matos pour l'IA à prix d'or en ce moment et que le segment gaming c'est plus la source de revenus principale de la marque, j'imagine quand même assez mal
Nvidia a abandonné complètement le marché à AMD. Si AMD se montre agressif, à mon avis, Nvidia répliquera de la même manière. Ils vont se positionner, comme d'habitude, un petit peu au-dessus. Ce qui reste quand même malgré tout un net positif pour le consommateur, puisque si AMD est très agressif, ça force Nvidia à être agressif également. Mais bon, si c'est ce qui se passe, ça ne permet pas à AMD de gagner en part de marché pour autant, puisque si Nvidia se montre agressif aussi, on arrive sur le même statu quo que ce qui s'est passé avec la génération actuelle. Alors après, il y a aussi Intel qui vise aussi, je dirais, le segment entrée-milieu de gamme. Reste à voir la seconde génération de produits chez Intel et si Intel persévère ou pas sur la durée, vu tous leurs problèmes actuels. Ça, c'est vrai que c'est aussi une incertitude, mais bon, la situation n'est plus exactement la même qu'au moment de la sortie des RX 400 et 500, ou même de RDNA 1. Donc bon, on verra bien si RDNA 4 met le paquet sur le milieu de gamme ou pas. Perso, je demande pas mieux, j'aime bien les bonnes surprises, donc si c'est une excellente surprise, je serai le premier content, mais on verra bien le moment où ça arrivera. Et autre news du côté AMD, avec toujours la même personne qui avait été interviewée, l'article a été fait en 2 parties il me semble, c'est qu'il y a apparemment un petit retour en arrière chez AMD aussi, du côté carte graphique, si on peut dire ça comme ça, puisque souvenez-vous, au niveau architecture, carte graphique chez AMD, jusque GCN, AMD proposait des architectures unifiées on va dire, à savoir des puces à la fois, qui servaient à la fois pour le gaming et le compute. Et au moment de la sortie de RDNA, AMD avait annoncé qu'il y aurait maintenant 2 branches différentes, donc RDNA, la gamme grand public plutôt orientée gaming, et CDNA, une gamme plus orientée compute. Et donc là, selon Jack Yoon, encore une fois, AMD reviendrait là aussi sur l'ancienne stratégie, à savoir des architectures unifiées, afin de simplifier le développement côté software aussi probablement. Et cette nouvelle ancienne approche, on va dire, s'appellerait donc UDNA. Alors là aussi, pourquoi pas, c'est vrai que d'avoir split RDNA et CDNA, ça a des avantages afin de produire des produits plus spécialisés selon les marchés, mais ça a aussi apparemment des limites, point de vue travail avec les développeurs ou le développement d'architecture, vu que c'est grosso modo le double de boulot. Il faut préparer des architectures différentes pour des marchés différents. Et c'est vrai que dans une approche par chiplet, un petit peu dans la même veine que ce qu'AMD fait avec les Ryzen, qui utilisent la même architecture au global, que ce soit pour les processeurs EPYC ou les Ryzen, revenir sur une architecture unifiée pour les GPU s'ils passent sur du tout chiplet, ça paraît plutôt logique. Mais bon, de toute manière ce sera pas pour tout de suite, puisque de ce qu'on en sait, ça arriverait après RDNA 5. Donc bref, on verra bien. En tout cas, ça semble quand même pas mal bouger en interne chez AMD du côté GPU, et j'espère que les choix qui sont faits actuellement ou qui ont été pris seront les bons, puisque malheureusement on ne le saura pas avant plusieurs années. Alors on passe vite fait du côté de chez Intel avec apparemment un décalage d'une semaine pour la sortie de Arrow Lake, la nouvelle génération de processeurs pour PC de bureau, qui passerait donc d'un lancement supposé pour le 17 octobre, ça passerait donc au 24, donc ça arriverait dans grosso modo 1 mois et demi, donc ça va aller très très vite, et je suis quand même assez curieux de voir si cette nouvelle génération sera un bon cru ou pas, parce que bon, c'est vrai qu'Intel a quand même besoin de se refaire une santé, vu tout ce qui s'est passé dernièrement. Et enfin on termine avec la PS5 Pro, un des secrets les moins bien gardés depuis un bon moment. Alors, en ce qui concerne la console elle-même, les specs et features, il n'y a rien qu'on ne savait pas déjà en fait. Donc c'est principalement un GPU plus gros, puisqu'on passe grosso modo d'une RX 6700 à une 7700 XT, avec un passage de 36 compute units à 60. Et également plus de bande passante avec de la RAM plus rapide, et des améliorations côté ray tracing, ainsi que la technologie d'upscaling de Sony, le PSSR, une techno un petit peu similaire au DLSS ou XeSS sur PC. Ce qui devrait permettre à la PS5 Pro d'avoir des jeux tournant plus facilement à 60 fps en 4K upscale, et aussi de pouvoir se passer du FSR2 qui était souvent utilisé de manière trop agressive je dirais sur console, ce qui rendait les modes performance à 60 fps quand même souvent assez cracra. Là rien que d'avoir un meilleur upscaling, ça permettra d'avoir une meilleure qualité d'image perçue, même avec un upscale assez agressif. Donc bon, tout ça on le savait déjà, par contre ce qu'on connaissait pas, c'est les tarifs. Et j'avoue que j'étais quand même assez surpris, comme beaucoup de monde je pense, de voir le tarif officiel pour la console à 800 € pour la version digitale. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Donc ouais, ça pique. Alors, attention aussi, quand je dis version digitale, il n'y a pas de version disque. C'est le même système que pour la PS5 Slim. Le lecteur de disque est vendu à part. Et c'est le même que pour la PS5 Slim d'ailleurs. Et comme le lecteur coûte 120 € au tarif officiel, ça porte la console avec lecteur du coup à 920 €. Ça pique encore plus si on veut le lecteur. D'autant plus que Sony, avec la PS5 Pro, n'a même pas inclus le socle pour poser la console à la verticale, malgré le prix de foufou. Et le socle en question,
bah il coûte 30 balles aussi, donc tout compris, ça amène la console à 950 €. Donc on n'est pas très loin des 1000 balles. Donc bon, ouais, c'est très cher hein, pour une console, et perso je m'attendais plus à 650 voire 700 € maximum, ce qui aurait déjà été quand même très coûteux. Mais bon, au final, hein, c'est vrai que le prix qui a été choisi ici, c'est aussi plus ou moins dans la continuité de ce qui se passe depuis la sortie des consoles actuelles. Parce que si on prend un petit peu de recul, bah, leurs prix en fait n'ont jamais vraiment baissé, hein, en dehors de quelques périodes de promo. Le tarif officiel de la PS5 ou de la Xbox Series X n'a pas baissé en quasiment 4 ans après leur sortie. Ça a même augmenté, ce qui n'était jamais arrivé sur les consoles d'ancienne génération. La PS5 Slim, quand elle est sortie, il n'y a pas eu de baisse de prix. Ça, c'était jamais arrivé non plus par le passé. Parce que bon, la PS4 Pro, par exemple, bah, elle était sortie au prix de la PS4 de base. Et la PS4 Slim était un petit peu moins chère. Donc, j'avais quand même peu d'espoir de voir la PS5 de base baisser de tarif, même avec l'arrivée de la Pro. Bah, c'est bien ce qui s'est passé ici. Alors, évidemment, ça fait râler. Hein, enfin, les premiers tours sont vraiment hyper négatifs. Et c'est clairement la console la plus chère qu'on ait jamais vue, je pense. Et de mettre un prix d'entrée aussi élevé, bah, ça condamne obligatoirement, je dirais, la machine au niveau du nombre de ventes. Mais c'est aussi probablement un choix délibéré de la part de Sony. Vu les chiffres de vente de la PS4 Pro vis-à-vis de la PS4 normale, je pense que Sony s'est juste dit, bah, ce sont des machines qui n'intéressent qu'une frange des joueurs, autant tenter de marger le plus possible, plutôt que de viser le volume. Puisque bon, ils savent d'expérience hein, que le volume restera sur la PS5 de base, et pas sur la version Pro. Donc bah, allons chercher l'argent sur les vaches à lait, ou du moins, ils vont tenter de le faire. Alors, on peut aussi voir ça comme un test, hein, pour préparer à une augmentation du tarif de base de la future PS6, qui sera probablement plus chère que la PS5 au moment de sa sortie. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai que ça ne fait que suivre une tendance globale hein, au niveau des prix. Tout augmente, hein, quand on va au supermarché, c'est pas la première fois que je le dis, je m'étonne pas dans tous les rayons que tout coûte moins cher aujourd'hui. La plupart du temps, c'est l'inverse. Et c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu sur PC dernièrement aussi. Les prix augmentent, sur les cartes graphiques par exemple, et les prix ne bougent plus vraiment pendant la vie de la génération. On a des promos de temps en temps, 10, 15% par-ci par-là, des fois on a un jeu ou deux offerts, et c'est tout, en dehors de refresh jusqu'à la génération suivante. Et comme en plus de ça, bah, Sony n'a pas de concurrent pour la PS5 Pro, bah, il n'y a aucune raison pour eux d'être agressifs au niveau du tarif. Elle est toute seule sur son segment. Et c'est pas si différent, bah, par exemple, de la 4090, hein, qui n'a pas de concurrente, mais qui permet bah, de demander un tarif très élevé. Tout comme on sait maintenant bah, que pour la génération 5000, il n'y aura probablement pas de concurrent face au haut de gamme chez Nvidia, qui a du coup bah, tout le loisir hein, de faire encore grimper les prix s'il le souhaite. Donc bon, évidemment ça fait râler, mais n'oubliez jamais hein, qu'il y a un public pour ce genre de produit, même si vous, ça vous paraît hors de prix. Pour vous c'est trop cher, bah, Sony sera très content de vous vendre une PS5 normale si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une PS5 Pro. Et en réalité, la marge est probablement pas si différente entre les deux modèles maintenant, puisque bon, je pense que la PS5 de base, vu qu'en plus c'est le modèle Slim maintenant, je pense que Sony marge plus dessus 4 ans plus tard qu'au moment de sa sortie. Alors après, plus globalement, vu le matos embarqué et le tarif, personnellement je vois pas trop l'attrait de la PS5 Pro vis-à-vis d'un PC au même tarif. Enfin, si on prend l'exemple de la PS5 Pro avec lecteur et le socle. Si vous prenez juste la PS5 Pro digitale on va dire, il y a un petit avantage au niveau du tarif bien évidemment. Mais bon, un PC à 1000 balles, je dirais en min-maxant, on peut arriver à faire quelque chose avec un niveau de performance similaire à la PS5 Pro, voire meilleur du côté du processeur, puisque un 5700 X3D à 200 balles, une 7700 XT à 400 balles, ben ça laisse 400 balles pour le reste de la config, et c'est largement jouable pour tout le reste. Et encore, on peut trouver aussi un 5700 X3D moins cher que sur Amazon, hein, si on va sur AliExpress. Et il y a peut-être même moyen de prendre une carte graphique plus puissante si on gratte, je dirais, surtout les à côté, hein, du côté du boîtier et tout ça. Et comme d'habitude, ben, c'est vrai qu'un PC ça permet de faire bien plus que jouer aussi, et c'est vrai qu'en plus de ça, point de vue catalogue de jeux, ben, on a à la fois accès, je dirais, à quasiment tout le catalogue Xbox, et aussi maintenant à quasiment tout le catalogue PlayStation, même s'il y a un délai. Et en plus de ça, ben, on a aussi accès à tous les jeux qui ne sortent uniquement que sur PC. Je sais que pour les consoleux, ils se rendent peut-être pas compte, hein, mais il y a énormément de jeux, que ce soit des jeux multijoueurs ou des jeux indés, qui n'arrivent probablement jamais sur console, et qui sont très populaires sur PC. Donc c'est vrai que même du point de vue catalogue global, bah, sur PC on a encore plus de choix. Donc bon, bah, je pense que beaucoup de joueurs console seront quand même assez déçus, et je pense que Sony a peut-être aussi poussé le bouchon trop loin, trop vite on va dire. À voir s'il y a un retour de bâton de la part des joueurs, et si l'effet GTA 6 fera malgré tout vendre la PS5 Pro quand il arrivera, hein, puisque je pense que ce sera un accélérateur de vente de consoles de nouvelle génération entre guillemets.
que c'est vrai qu'en dehors de GTA 6, même au niveau du catalogue de jeux en l'ensemble, il y a encore beaucoup de monde qui attend plus de jeux. De jeux first party, on s'entend, hein, parce que des jeux multiplateformes, il y en a qui sortent tout le temps. Mais bon, en attendant, c'est vrai que cette PS5 Pro, ça restera un produit niche pour les plus fortunés, qui veulent avoir la meilleure console, peu importe le tarif. Hein. Je sais que pour certains c'est inconcevable, mais il y a un marché pour ça. Et puis voilà, hein, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, il y a toujours les machins pénibles de YouTube, c'est débile mais ça aide. La page Amazon de la chaîne, si vous voulez des idées de config PC type, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui permettent de maintenir la chaîne en vie. Donc un grand merci à vous tous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!